Bonjour ou bonsoir, bien pour moi bonsoir en tout cas. Bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, je vais continuer la lecture de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Et comme d'habitude, je vous dis à tout à l'heure, à peu près une demi-heure de lecture. J'ai mes petites habitudes. Il y avait quelque chose de si cruel et de si insultant pour moi dans cette lettre que, demeurant suspendue quelque temps entre la colère et la douleur, j'entrepris de faire un effort pour oublier éternellement mon ingrate et parjure maîtresse. Je jetai les yeux sur la fille qui était devant moi. Elle était extrêmement jolie, et j'aurais souhaité qu'elle l'eût été assez pour me rendre parjure et infidèle à mon tour. Mais je n'y trouvais point ces yeux fins et languissants, ce port divin, ce teint de la composition de l'amour, enfin, ce fond inépuisable de charme que la nature avait prodigué à la perfide Manon. « Non, non, lui dis-je en cessant de la regarder, l'ingrate qui vous envoie savait fort bien qu'elle vous faisait faire une démarche inutile. Retournez à elle et dites-lui de ma part qu'elle jouisse de son crime et qu'elle en jouisse, s'il se peut, sans remords. Je l'abandonne sans retour et je renonce en même temps à toutes les femmes qui ne sauraient être aussi aimables qu'elle et qui sont sans doute aussi lâches et d'aussi mauvaise foi. » Je fus alors sur le point de descendre et de me retirer sans prétendre davantage à Manon. Et la jalousie mortelle qui me déchirait le cœur se déguisant en une morne et sombre tranquillité, je me crus d'autant plus proche de ma guérison que je ne sentais nul de ces mouvements violents dont j'avais été agitée dans les mêmes occasions. Hélas, j'étais la dupe de l'amour autant que je croyais l'être de G.M. et de Manon. Cette fille qui m'avait apporté la lettre, me voyant prête à descendre l'escalier, me demanda ce que je voulais donc qu'elle rapportât à M. de G.M. et à la dame qui était avec lui. Je rentrai dans la chambre à cette question, et, par un changement incroyable à ceux qui n'ont jamais senti de passion violente, je me trouvais tout d'un coup, de la tranquillité où je croyais être, dans un transport terrible de fureur. « Va, lui dis-je, rapporte au traître G.M. et à sa perfide maîtresse le désespoir où ta maudite lettre m'a jeté. Mais apprends-leur qu'ils n'en riront pas longtemps et que je les poignarderai tous deux de ma propre main. » Je me jetai sur une chaise, mon chapeau tomba d'un côté et ma canne de l'autre. De ruisseaux de larmes amères commencèrent à couler de mes yeux. L'accès de rage que je venais de sentir se changea en une profonde douleur. Je ne fis plus que pleurer en poussant des gémissements et des soupirs. « Approche, mon enfant, approche, m'écriai-je en parlant à la jeune fille. Approche, puisque c'est toi qu'on envoie pour me consoler. Dis-moi si tu sais des consolations contre la rage et le désespoir, contre l'envie de se donner la mort à soi-même après avoir tué deux perfides qui ne méritent pas de vivre. Oui, approche, continuai-je en voyant qu'elle faisait vers moi quelques pas timides et incertains. Viens essuyer mes larmes, viens rendre la paix à mon cœur, viens me dire que tu m'aimes afin que je m'accoutume à l'être d'une autre que de mon infidèle. Tu es jolie, je pourrais peut-être t'aimer à mon tour. » Cette pauvre enfant, qui n'avait pas 16 ou 17 ans et qui paraissait avoir plus de pudeur que ses pareils, était extraordinairement surprise d'une si étrange scène. Elle s'approcha néanmoins pour me faire quelques caresses. Mais je l'écartai aussitôt en la repoussant de mes mains. « Que veux-tu de moi ?» lui dis-je. « Ah, tu es une femme, tu es d'un sexe que je déteste et que je ne puis souffrir. La douceur de ton visage me menace encore de quelque trahison. Va-t'en et laisse-moi seule ici. » Pardon. Elle me fit une révérence sans oser rien dire et elle se tourna pour sortir. Je lui criai de s'arrêter. « Mais apprends-moi du moins, repris-je, pourquoi, comment, à quel dessein tu as été envoyé ici? Comment as-tu découvert mon nom et le lieu où tu pouvais me trouver ?» Elle me dit qu'elle connaissait de longue main M. de G.M., qui l'avait envoyé chercher à 5 heures et qu'ayant suivi le laquais qui l'avait averti, elle était allée dans une grande maison où elle l'avait trouvé qui jouait au piquet avec une jolie dame et qu'ils l'avaient chargé tous deux de me rendre la lettre qu'elle m'avait apportée. Après lui avoir appris qu'elle me trouverait dans un carrosse au bout de la rue Saint-André.
Je lui demandai s'il ne lui avait rien dit de plus. Elle me répondit, en rougissant, qu'il lui avait fait espérer que je la prendrais pour me tenir compagnie. « On t'a trompé, lui dis-je, ma pauvre fille, on t'a trompé. Tu es une femme, il te faut un homme, mais il t'en faut un qui soit riche et heureux, et ce n'est pas ici que tu peux le trouver. Retourne à monsieur de GM. Il a tout ce qu'il faut pour être aimé de belle. Il a des hôtels meublés et des équipages à donner. Pour moi qui n'ai que de l'amour et de la constance à offrir, les femmes méprisent ma misère et font leur jouet de ma simplicité. » J'ajoutais 1000 choses, ou tristes ou violentes, suivant que les passions qui m'agitaient tour à tour cédaient ou reprenaient le dessus. Cependant, à force de me tourmenter, mes transports diminuèrent assez pour faire place à quelques réflexions. Je comparais cette dernière infortune à celle que j'avais déjà essuyée dans le même genre, et je ne trouvais pas qu'il y eût plus à désespérer que dans les premières. Je connaissais Manon. Pourquoi m'affliger tant d'un malheur que j'avais dû prévoir ? Pourquoi ne pas m'employer plutôt à chercher du remède ? Il était encore temps. Je devais du moins n'y pas épargner mes soins si je ne voulais avoir à me reprocher d'avoir contribué par ma négligence à mes propres peines. Je me mis là-dessus à considérer tous les moyens qui pouvaient m'ouvrir un chemin à l'espérance. Entreprendre de l'arracher avec violence des mains de GM, c'était un parti désespéré qui n'était propre qu'à me perdre et qui n'avait pas la moindre apparence de succès. Mais il me semblait que si j'eusse pu me procurer le moindre entretien avec elle, j'aurais gagné infailliblement quelque chose sur son cœur. J'en connaissais si bien tous les endroits sensibles, j'étais si sûre d'être aimée d'elle. Cette bizarrerie même de m'avoir envoyé une jolie fille pour me consoler, j'aurais parié qu'elle venait de son invention et que c'était un effet de sa compassion pour mes peines. Je résolus d'employer toute mon industrie pour la voir. Parmi quantité de voix que j'examinais l'une après l'autre, je m'arrêtai à celle-ci. Monsieur de T avait commencé à me rendre service avec trop d'affection pour me laisser le moindre doute de sa sincérité et de son zèle. Je me proposais d'aller chez lui sur le champ et de l'engager à faire appeler GM sous le prétexte d'une affaire importante. Il ne me fallait qu'une demi-heure pour parler à Manon. Mon dessein était de me faire introduire dans sa chambre même et je crus que cela me serait aisé dans l'absence de GM. Cette résolution m'ayant rendu plus tranquille, je payai libéralement la jeune fille qui était encore avec moi et pour lui ôter l'envie de retourner chez ceux qui me l'avaient envoyée, je pris son adresse en lui laissant espérer que j'irais passer la nuit avec elle. Je montai dans mon fiacre et je me fis conduire grand train chez monsieur de T. Je fus assez heureux pour l'y trouver. J'avais eu là-dessus de l'inquiétude en chemin. Un mot le mit au fait de mes peines et du service que je venais lui demander. Il fut si étonné d'apprendre que GM avait pu séduire Manon qu'ignorant que j'avais eu part moi-même à mon malheur, il m'offrit généreusement de rassembler tous ses amis pour employer leurs bras et leurs épées à la délivrance de ma maîtresse. Je lui fis comprendre que cet éclat pouvait être pernicieux à Manon et à moi. Réservons notre sang, lui dis-je, pour l'extrémité. Je médite une voie plus douce et dont je n'espère pas moins de succès. Il s'engagea, sans exception, à faire tout ce que je demanderais de lui, et, lui ayant répété qu'il ne s'agissait que de faire avertir GM qu'il avait à lui parler, et de le tenir dehors 1 heure ou 2, il partit aussitôt avec moi pour me satisfaire. Nous cherchâmes de quel expédient il pourrait se servir pour l'arrêter si longtemps. Je lui conseillai de lui écrire d'abord un billet simple, daté d'un cabaret par lequel il le prierait de s'y rendre aussitôt pour une affaire si importante qu'elle ne pouvait souffrir de délai. J'observerai, ajoutai-je, le moment de sa sortie et j'observerai, ajoutai-je, le moment de sa sortie et je m'introduirai sans peine dans la maison, n'y étant connu que de Manon et de Marcel qui est mon valet. Pour vous qui serez pendant ce temps-là avec GM, vous pourrez lui dire que cette affaire importante pour laquelle vous souhaitez de lui parler est un besoin d'argent. Que vous venez de perdre le vôtre au jeu et que vous avez joué beaucoup plus sur votre parole avec le même malheur. Il lui faudra du temps pour vous mener à son coffre-fort et j'en aurai suffisamment pour exécuter mon dessein.
Monsieur de T suivit cet arrangement de point en point. Je le laissai dans un cabaret où il écrivit promptement sa lettre. J'allais me placer à quelques pas de la maison de Manon. Je vis arriver le porteur du message et G.M. sortir à pied un moment après, suivi d'un laquais. Lui ayant laissé le temps de s'éloigner de la rue, je m'avançai à la porte de mon infidèle et, malgré toute ma colère, je frappai avec le respect qu'on a pour un temple. Heureusement, ce fut Marcel qui vint m'ouvrir. Je lui fis signe de se taire. Quoique je n'eusse rien à craindre des autres domestiques, je lui demandai tout bas s'il pouvait me conduire dans la chambre où était Manon sans que je fusse aperçue. Il me dit que cela était aisé en montant doucement par le grand escalier. « Allons donc promptement, lui dis-je, et tâche d'empêcher, pendant que j'y serai, qu'il n'y monte personne. » Je pénétrai sans obstacle jusqu'à l'appartement. Manon était occupée à lire. Ce fut là que j'eus lieu d'admirer le caractère de cette étrange fille. Loin d'être effrayée et de paraître timide en m'apercevant, elle ne donna que des marques légères de surprise dont on n'est pas le maître à la vue d'une personne qu'on croit éloignée. « Ah, c'est vous, mon amour !» me dit-elle en venant m'embrasser avec sa tendresse ordinaire. « Bon Dieu, que vous êtes hardi! Qui vous aurait attendu aujourd'hui dans ce lieu ?» Je me dégageai de ses bras et, loin de répondre à ses caresses, je la repoussai avec dédain et je fis 2 ou 3 pas en arrière pour m'éloigner d'elle. Ce mouvement ne laissa pas de la déconcerter. Elle demeura dans la situation où elle était et elle jeta les yeux sur moi en changeant de couleur. J'étais, dans le fond, si charmée de la revoir qu'avec tant de justes sujets de colère, j'avais à peine la force d'ouvrir la bouche pour la quereller. Cependant, mon cœur saignait du cruel outrage qu'elle m'avait fait. Je le rappelais vivement à ma mémoire pour exciter mon dépit, et je tâchais de faire briller dans mes yeux un autre feu que celui de l'amour. Comme je demeurais quelque temps en silence, et qu'elle remarqua mon agitation, je la vis trembler, apparemment par un effet de sa crainte. Je ne pus soutenir ce spectacle. « Ah, Manon, lui dis-je d'un ton tendre, infidèle et parjure, Manon. Par où commencerai-je à me plaindre? Je vous vois pâle et tremblante, et je suis encore si sensible à vos moindres peines que je crains de vous affliger trop par mes reproches. Mais Manon, je vous le dis, j'ai le cœur percé de la douleur de votre trahison. Ce sont là des coups qu'on ne porte point à un amant, quand on n'a pas résolu sa mort. Voici la 3e fois, Manon. Voici la 3e fois, Manon. Je les ai bien comptés. Il est impossible que cela s'oublie. C'est à vous de considérer à l'heure même quel parti vous voulez prendre, car mon triste cœur n'est plus à l'épreuve d'un si cruel traitement. Je sens qu'il succombe et qu'il est près de se fendre de douleur. Je n'en puis plus, ajoutai-je en m'asseyant sur une chaise. J'ai à peine la force de parler et de me soutenir. Elle ne me répondit point, mais lorsque je fus assis, elle se laissa tomber à genoux et elle appuya sa tête sur les miens en cachant son visage de mes mains. Je sentis en un instant qu'elle les mouillait de ses larmes. Dieu, de quel mouvement n'étais-je point agitée? Ah, Manon, Manon, repris-je avec un soupir, il est bien tard de me donner des larmes lorsque vous avez causé ma mort. Vous affectez une tristesse que vous ne sauriez sentir. Le plus grand de vos maux est sans doute ma présence, qui a toujours été importune à vos plaisirs. Ouvrez les yeux. Voyez qui je suis. On ne verse pas des pleurs si tendres pour un malheureux qu'on a trahi et qu'on abandonne cruellement. Elle baisa mes mains sans changer de posture. Inconstante, Manon, repris-je encore, fille ingrate et sans foi. Où sont vos promesses et vos serments? Amante 1000 fois volage et cruelle, qu'as-tu fait de cet amour que tu me jurais encore aujourd'hui? Juste ciel, ajoutai-je, est-ce ainsi qu'une infidèle se rit de vous après vous avoir attesté si saintement? C'est donc le parjure qui est récompensé. Le désespoir et l'abandon sont pour la constance et la fidélité. Ces paroles furent accompagnées d'une réflexion si amère que je laissai échapper malgré moi quelques larmes. Manon s'en aperçut au changement de ma voix. Elle rompit enfin le silence. « Il faut que je sois bien coupable, me dit-elle tristement, puisque j'ai pu vous causer tant de douleur et d'émotion.
mais que le ciel me punisse si j'ai cru l'être ou si j'ai eu la pensée de le devenir. Ce discours me parut si dépourvu de sens et de bonne foi que je ne pus me défendre d'un vif mouvement de colère. Horrible dissimulation, m'écriai-je. Je vois mieux que jamais que tu n'es qu'une coquine et une perfide. C'est à présent que je connais ton misérable caractère. Adieu, lâche créature, continuai-je en me levant. J'aime mieux mourir 1000 fois que d'avoir désormais le moindre commerce avec toi. Que le ciel me punisse moi-même si je t'honore jamais du moindre regard. Demeure avec ton nouvel amant, aime-le, déteste-moi, renonce à l'honneur, au bon sens. Je m'en ris, tout m'est égal. Elle fut si épouvantée de ce transport que, demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levée, elle me regardait en tremblant et sans oser respirer. Je fis encore quelques pas vers la porte en tournant la tête et tenant les yeux fixés sur elle. Mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endurcir contre tant de charme. J'étais si éloignée d'avoir cette force barbare que, passant d'un coup à l'extrémité opposée, je retournai vers elle, ou plutôt je m'y précipitai sans réflexion. Je la pris entre mes bras, je lui donnai 1000 tendres baisers, je lui demandai pardon de mon emportement. Je confessai que j'étais un brutal et que je ne méritais pas le bonheur d'être aimée d'une fille comme elle. Je la fis asseoir, et m'étant mise à genoux à mon tour, je la conjurai de m'écouter en cet état. Là, tout ce qu'un amant soumis et passionné peut imaginer de plus respectueux et de plus tendre, je le renfermai en peu de mots dans mes excuses. Je lui demandai en grâce de prononcer qu'elle me pardonnait. Elle laissa tomber ses bras sur mon cou en disant que c'était elle-même qui avait besoin de ma bonté pour me faire oublier les chagrins qu'elle me causait. Et qu'elle commençait à craindre avec raison que je ne goûtasse point ce qu'elle avait à me dire pour se justifier. Moi, interrompis-je aussitôt, je ne vous demande point de justification, j'approuve tout ce que vous avez fait. Ce n'est point à moi d'exiger des raisons de votre conduite. Trop content, trop heureux si ma chère Manon ne m'ôte point la tendresse de son cœur. Mais, continuai-je en réfléchissant sur l'état de mon sort, toute puissante Manon, vous qui faites à votre gré mes joies et mes douleurs après vous avoir satisfaite par mes humiliations et par les marques de mon repentir, ne me sera-t-il point permis de vous parler de ma tristesse et de mes peines ? Apprendrai-je de vous ce qu'il faut que je devienne aujourd'hui, et si c'est sans retour que vous allez signer ma mort en passant la nuit avec mon rival ? Elle fut quelque temps à méditer sa réponse. Mon chevalier, me dit-elle en reprenant un air tranquille, si vous vous étiez d'abord expliqué si nettement, vous vous seriez épargné bien du trouble et à moi une scène bien affligeante. Puisque votre peine ne vient que de votre jalousie, je l'aurais guérie en m'offrant à vous suivre sur le champ au bout du monde. Mais je me suis figuré que c'était la lettre que je vous ai écrite sous les yeux de M. 2GM et la fille que nous vous avons envoyée qui causait votre chagrin. J'ai cru que vous auriez pu regarder ma lettre comme une raillerie et cette fille, en vous imaginant qu'elle était allée vous trouver de ma part, comme une déclaration que je renonçais à vous pour m'attacher à AGM. C'est cette pensée qui m'a jetée tout d'un coup dans la consternation, car, quelque innocente que je fusse, je trouvais en y pensant que les apparences ne m'étaient pas favorables. Cependant, continua-t-elle, je veux que vous soyez mon juge après que je vous aurai expliqué la vérité du fait. Elle m'apprit alors tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle avait trouvé GM, qui l'attendait dans le lieu où nous étions. Il l'avait reçue effectivement comme la première princesse du monde, il lui avait montré tous les appartements qui étaient d'un goût et d'une propreté admirables. Il lui avait compté 10 000 livres dans son cabinet et il y avait ajouté quelques bijoux, parmi lesquels étaient le collier et les bracelets de perles qu'elle avait déjà eus de son père. Il l'avait menée de là dans un salon qu'elle n'avait pas encore vu, où elle avait trouvé une collation exquise. Il l'avait fait servir par les nouveaux domestiques qu'il avait pris pour elle, en leur ordonnant de la regarder désormais comme leur maîtresse. Enfin, il lui avait fait voir le carrosse, les chevaux et tout le reste de ses présents. Après quoi, il lui avait proposé une partie de jeu pour attendre le souper.
Je vous avoue, continua-t-elle, que j'ai été frappée de cette magnificence. J'ai fait réflexion que ce serait dommage de nous priver d'un seul coup de tant de biens en me contentant d'emporter les 10 000 francs et les bijoux. Que c'était une fortune toute faite pour vous et pour moi et que nous pourrions vivre agréablement aux dépens de GM. Au lieu de lui proposer la comédie, je me suis mis dans la tête de le sonder sur votre sujet pour pressentir quelle facilité nous aurions à nous voir en supposant l'exécution de mon système. Je l'ai trouvé d'un caractère fort traitable. Il m'a demandé ce que je pensais de vous et si je n'avais pas eu quelque regret à vous quitter. Je lui ai dit que vous étiez si aimable et que vous en aviez toujours usé si honnêtement avec moi qu'il n'était pas naturel que je puisse vous haïr. Il a confessé que vous aviez du mérite et qu'il s'était senti porté à désirer votre amitié. Il a voulu savoir de quelle manière je croyais que vous prendriez mon parti, surtout lorsque vous viendriez à savoir que j'étais entre ses mains. Je lui ai répondu que la date de notre amour était déjà si ancienne qu'il avait eu le temps de se refroidir un peu, que vous n'étiez pas d'ailleurs fort à votre aise et que vous ne regardiez peut-être pas ma perte comme un grand malheur parce qu'elle vous déchargeait d'un fardeau qui vous pesait sur les bras. J'ai ajouté qu'étant tout à fait convaincue que vous agiriez pacifiquement, je n'avais pas fait de difficulté de vous dire que je venais à Paris pour quelques affaires, que vous y aviez consenti, et qu'y étant venu vous-même, vous n'aviez pas paru extrêmement inquiet lorsque je vous avais quitté. Si je croyais, m'a-t-il dit, qu'il fût d'humeur à bien vivre avec moi, je serais le premier à lui offrir mes services, mes civilités. Je l'ai assuré que du caractère dont je vous connaissais, je ne doutais point que vous n'y répondissiez honnêtement, surtout, lui ai-je dit, s'il pouvait vous servir dans vos affaires, qui étaient fort dérangées depuis que vous étiez mal avec votre famille. Pardon. Il m'a interrompu pour me protester qu'il vous rendrait tous les services qui dépendraient de lui et que, si vous vouliez même vous embarquer dans un autre amour, il vous procurerait une jolie maîtresse qu'il avait quittée pour s'attacher à moi. J'ai applaudi à son idée, ajouta-t-elle, pour prévenir plus parfaitement tous ses soupçons, et me confirmant de plus en plus dans mon projet, je ne souhaitais que de pouvoir trouver le moyen de vous en informer, de peur que vous ne fussiez trop alarmé lorsque vous me verriez manquer à notre assignation. C'est dans cette vue que je lui ai proposé de vous envoyer cette nouvelle maîtresse dès le soir même, afin d'avoir une occasion de vous écrire. J'étais obligée d'avoir recours à cette adresse, parce que je ne pouvais espérer qu'il me laissât libre un moment. Il a ri de ma proposition, il a appelé son laquais, et lui ayant demandé s'il pourrait retrouver sur le champ son ancienne maîtresse, il l'a envoyée de côté et d'autre pour la chercher. Il s'imaginait que c'était à Chaillot qu'il fallait qu'elle allât vous trouver. Mais je lui ai appris qu'en vous quittant, je vous avais promis de vous rejoindre à la comédie ou que, si quelque raison m'empêchait d'y aller, vous vous étiez engagé à m'attendre dans un carrosse au bout de la rue Saint-André. Qu'il valait mieux, par conséquent, vous envoyer là votre nouvelle amante, ne fût-ce que pour vous empêcher de vous y morfondre pendant toute la nuit. Je lui ai dit encore qu'il était à propos de vous écrire un mot pour vous avertir de cet échange que vous auriez peine à comprendre sans cela. Il y a consenti, mais j'ai été obligée d'écrire en sa présence et je me suis bien gardée de m'expliquer trop ouvertement dans ma lettre. Voilà, ajouta Manon, de quelle manière les choses se sont passées. Je ne vous déguise rien, ni de ma conduite, ni de mes desseins. La jeune fille est venue, je l'ai trouvée jolie, et comme je ne doutais point que mon absence ne vous causât de la peine, c'était sincèrement que je souhaitais qu'elle puisse servir à vous désennuyer quelques moments, car la fidélité que je souhaite de vous est celle du cœur. J'aurais été ravie de pouvoir vous envoyer Marcel, mais je n'ai pu me procurer un moment pour l'instruire de ce que j'avais à vous faire savoir. Elle conclut enfin son récit en m'apprenant l'embarras où G.M. s'était trouvé en recevant le billet de Monsieur de T. Il a balancé, me dit-elle, s'il devait me quitter, et il m'a assuré que son retour ne tarderait point. C'est ce qui fait que je ne vous vois point ici sans inquiétude et que j'ai marqué de la surprise à votre arrivée. J'écoutais ce discours avec beaucoup de patience.
J'y trouvais assurément quantité de traits cruels et mortifiants pour moi, car le dessein de son infidélité était si clair qu'elle n'avait pas même eu le soin de me le déguiser. Elle ne pouvait espérer que G.M. la laissât toute la nuit comme une vestale. C'était donc avec lui qu'elle comptait de la passer. Quel aveu pour un amant! Cependant, je considérais que j'étais cause en partie de sa faute par la connaissance que je lui avais donnée d'abord des sentiments que G.M. avait pour elle et par la complaisance que j'avais eue d'entrer aveuglément dans le plan téméraire de son aventure. D'ailleurs, par un tour naturel du génie qui m'est particulier, je fus touchée de l'ingénuité de son récit et de cette manière bonne et ouverte avec laquelle elle me racontait jusqu'aux circonstances dont j'étais le plus offensée. Elle pêche sans malice, disais-je en moi-même. Elle est légère et imprudente, mais elle est droite et sincère. Ajoutez que l'amour suffisait seul pour me fermer les yeux sur toutes ses fautes. J'étais trop satisfait de l'espérance de l'enlever le soir même à mon rival. Je lui dis néanmoins « Et la nuit, avec qui l'auriez-vous passé ?» Cette question que je lui fis tristement l'embarrassa. Elle ne me répondit que par des « mais » et des « si » interrompus. J'eus pitié de sa peine et, rompant ce discours, je lui déclarai nettement que j'attendais d'elle qu'elle me suivît à l'heure même. « Je le veux bien, me dit-elle. Mais vous n'approuvez donc pas mon projet ? Ah, n'est-ce pas assez, repartis-je, que j'approuve tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Quoi, nous n'emporterons pas même les 10 000 francs ? Répliqua-t-elle. Il me les a donnés, ils sont à moi. Je lui conseillai d'abandonner tout et de ne penser qu'à nous éloigner promptement, car quoiqu'il y eût à peine une demi-heure que j'étais avec elle, je craignais le retour de G.M. Cependant, elle me fit de si pressantes instances pour me faire consentir à ne pas sortir les mains vides que je crus lui devoir accorder quelque chose après avoir tant obtenu d'elle. Dans le temps que nous nous préparions au départ, j'entendis frapper à la porte de la rue. Je ne doutais nullement que ce ne fût G.M. Et dans le trouble où cette pensée me jeta, je dis à Manon que c'était un homme mort s'il paraissait. Effectivement, je n'étais pas assez revenue de mes transports pour me modérer à sa vue. Marcel finit ma peine en m'apportant un billet qu'il avait reçu pour moi à la porte. Il était de Monsieur de T. Il me marquait que G.M. étant allé lui chercher de l'argent à sa maison, il profitait de son absence pour me communiquer une pensée fort plaisante, qu'il lui semblait que je ne pouvais me venger plus agréablement de mon rival qu'en mangeant son souper et en couchant cette nuit dans le même lit qu'il espérait d'occuper avec ma maîtresse. Que ce projet lui paraissait assez facile si je pouvais m'assurer de 3 ou 4 hommes qui eussent assez de résolution pour l'arrêter dans la rue et de fidélité pour le garder à vue jusqu'au lendemain. Que pour lui, il promettait de l'amuser encore 1 heure pour le moins par des raisons qu'il tenait prêtes pour son retour. Je montrai ce billet à Manon et je lui appris de quelle ruse je m'étais servi pour m'introduire librement chez elle. Mon intention et celle de Monsieur de T lui parurent admirables. Nous en rîmes à notre aise pendant quelques moments, mais lorsque je lui parlais de la dernière comme d'un badinage, je fus surpris qu'elle insista sérieusement à me la proposer comme une chose dont l'idée la ravissait. En vain lui demandai-je où elle voulait que je trouvasse tout d'un coup des gens propres à arrêter G.M. et à le garder fidèlement. Elle me dit qu'il fallait du moins tenter puisque M. de T nous garantissait encore 1 heure. Et pour réponse à mes autres objections, elle me dit que je faisais le tyran et que je n'avais pas de complaisance pour elle. Elle ne trouvait rien de si joli que ce projet. « Vous aurez son couvert à souper, me répétait-elle. Vous coucherez dans ses draps et demain, de grand matin, vous enlèverez sa maîtresse et son argent. Vous serez bien mangé du père et du fils. » Je cédais à ces instances malgré les mouvements secrets de mon cœur qui semblaient me présager une catastrophe malheureuse. Je sortis dans le dessein de prier 2 ou 3 gardes du corps avec lesquels Lescaut m'avait mis en liaison de se charger du soin d'arrêter G.M. Je n'en trouvai qu'un au logis, mais c'était un homme entreprenant qui n'eût pas plutôt su de quoi il était question qu'il m'assura du succès. Il me demanda seulement 10 pistoles pour récompenser 3 soldats aux gardes qu'il prit la résolution d'employer en se mettant à leur tête. Je le priai de ne pas perdre de temps. Il les assembla en moins d'1 quart d'heure.
Je l'attendais à sa maison et lorsqu'il fut de retour avec ses associés, je le conduisis moi-même au coin d'une rue par laquelle G.M. devait nécessairement rentrer dans celle de Manon. Je lui recommandai de ne pas le maltraiter, mais de ne le pas maltraiter, mais de le garder si étroitement jusqu'à 7 heures du matin que je pusse être assurée qu'il ne lui échapperait pas. Il me dit que son dessein était de le conduire à sa chambre et de l'obliger à se déshabiller ou même à se coucher dans son lit, tandis que lui et ses 3 braves passeraient la nuit à boire et à jouer. Je demeurai avec eux et jusqu'au moment où je vis paraître G.M., je me retirai alors à quelques pas au-dessous, dans un endroit obscur, pour être témoin d'une scène si extraordinaire. Le garde du corps l'aborda le pistolet au poing et lui expliqua civilement qu'il n'en voulait ni à sa vie ni à son argent, mais que s'il faisait la moindre difficulté de le suivre ou s'il jetait le moindre cri, il allait lui brûler la cervelle. G.M., le voyant soutenu par 3 soldats et craignant sans doute la bourre du pistolet, ne fit pas de résistance. Je le vis emmener comme un mouton. Je retournai aussitôt chez Manon et pour ôter tout soupçon au domestique, je lui dis qu'il ne fallait pas attendre M. de G.M. pour souper, qu'il lui était survenu des affaires qui le retenaient malgré lui et qu'il m'avait prié de venir lui en faire ses excuses et souper avec elle, ce que je regardais comme une grande faveur auprès d'une si belle dame. Elle seconda fort adroitement mon dessein, nous nous mîmes à table. Nous y prîmes un air grave pendant que les laquais demeurèrent à nous servir. Enfin, les ayant congédiés, nous passâmes une des plus charmantes soirées de notre vie. J'ordonnai en secret à Marcel de chercher un fiacre et de l'avertir de se trouver le lendemain à la porte avant 6 heures du matin. Je feignis de quitter Manon vers minuit, mais étant rentré doucement par les secours de Marcel, je me préparais à occuper le lit de G.M. comme j'avais rempli sa place à table. Et je vais m'arrêter là. Un peu tôt peut-être. Voilà. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a plu. J'ai un peu cabotiné. Effectivement, ça m'a amusé de pousser le trait, voilà, dans la lecture. C'est plus drôle de le lire comme ça, non? Donc, j'espère que ça ne vous aura pas embêté. C'est aussi ça, lire, on peut s'amuser quand même. C'est surtout ça d'ailleurs, c'est s'amuser. Pas que, mais c'est s'amuser. Je vous remercie beaucoup. Faites bien attention à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Toujours Manon Lescaut. On arrive bientôt à la fin tout de même, voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas si vous voulez aimer la vidéo ou la partager. Merci.